Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière séquence de l'Université de la vie. Nous allons continuer à explorer la liberté, mais je crois qu'on commence à mesurer de plus en plus qu'on ne peut pas l'enfermer dans une définition. La liberté, c'est avant tout, je crois, une expérience intérieure autant qu'extérieure. Elle se laisse facilement éroder par l'ignorance, par les idéologies. Elle rencontre au fond chaque matin ces obstacles qu'il nous faut surmonter, mais chaque soir, elle rencontre ces petites victoires. Alors cette dernière séquence, je crois, est très importante. Elle va nous emmener d'une idéologie qui trouble le raisonnement, la politique, le débat public, jusqu'à une boussole essentielle, la loi naturelle. Et je vous propose qu'on commence par notre habituel petit micro-trottoir. Et cette fois, nous avons posé comme question à ceux que nous avons rencontrés dans la rue, cette question de savoir s'ils se sentent influencés dans leur vie, et si oui, par quoi. Et on leur a aussi demandé s'ils avaient le sentiment parfois de recevoir des autres des éléments qui les aident à se sentir plus libres. Le micro-trottoir. Oui, on n'est pas sur une île déserte, donc on est obligé de faire avec son environnement et puis surtout pour ceux qu'on aime, ceux qui comptent pour nous, on fait avec. Tout ce qu'on fait, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'autrui fait autour de nous influence. Pour moi, nous sommes, et c'est pas moi qui le dis, c'est la psychologie qui le dit, nous sommes la résultante de notre hérédité, la génétique, et des expériences que nous avons. Je pense qu'inconsciemment, on est tous influencés par les gens qu'on côtoie, donc ça peut être des amis, la famille, par des mouvements ou par des personnalités dans lesquelles on pense avoir des points communs et du coup les écouter ou les suivre sur Instagram, etc. et trouver des choses cool et un peu pas les plagier mais s'en inspirer, alors qu'au final c'est plus parce qu'on voit un potentiel qui a l'air hyper attractif, alors qu'en vrai on va se remettre dans un moule à vouloir suivre la même chose que les gens. Ah, c'est sûr, on ne peut pas y échapper. Moi je suis influencée présentement par mes petits-enfants, beaucoup. Je suis influencée par les êtres chers qui sont autour de moi. Je suis influencée par les médias, oui. Mais j'essaie de lire les bons médias, là, ceux qui sont officiels. Je fais beaucoup confiance aux scientifiques. Je fais beaucoup confiance aux sages. Oui, j'ai été influencé sûrement par les événements politiques. Moi, j'ai connu l'élection de Mitterrand en 81. Enfin voilà, ça m'a beaucoup influencé, bien sûr. Plus d'opportunités, en fait, plus de choses qui nous sont accessibles, comme des horaires plus longs sur des magasins qui ouvriraient ou le métro qui serait beaucoup plus étendu dans la nuit. Effectivement, on serait plus libre de rentrer à l'heure qu'on veut, de ne pas réfléchir, du coup, à s'organiser. Et justement, je pense que l'organisation, ça fait partie du fait de ne pas forcément avoir de liberté parce qu'on veut rentrer dans un moule, alors que la liberté, c'est vraiment essayer de... Pour moi, il n'y a pas de réflexion. Quand on est libre, c'est on y va et voilà quoi. Moins libre. Je reçois des éléments qui tendent à me rendre moins libre. L'information générale, la peur, etc. Alors que des fois, c'est pas forcément justifié. On est quand même des esprits libres. On est des libres penseurs, on a notre libre arbitre et ça me permet de fonctionner un petit peu en fonction des autres, mais aussi avec mes convictions à moi. Oui, je dirais. Si on parle de la capacité de voyager qui serait liée à l'argent, du fait que j'ai un bon boulot, je serai donc plus libre. Du fait que je sois avec des amis qui acceptent qui je suis, je me sentirai plus libre. Oui. Hier, j'ai eu un échange avec une autre graphiste freelance et elle m'a donné plein de bons conseils parce que ça s'est fait comme ça. On s'est dit, tiens, on se fait un visio, on échange sur nos expériences. Et c'est hyper bien parce que l'autre peut aussi apporter beaucoup et pas forcément en efface, mais aussi comme un coach personnel alors que c'est juste un entretien avec quelqu'un, quoi.
Juste, ça permet de se remettre en question et d'aborder les choses autrement. Sur les réseaux sociaux ou dans les médias, il y a une forme de tension presque épidermique. Du coup, il nous a semblé intéressant de partager quelques règles que pourraient être celles d'un débat bienveillant, quelques règles qui ne sont pas inutiles, je pense, et qui sont dans votre carnet du participant. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, mais quelle exigence que de protéger sa liberté intérieure et sa liberté de penser. Comment ne pas se laisser happer ? Tugdual Derville va venir nous aider à réfléchir à cela. Tugdual est le porte-parole d'Alliance Vita, il est le fondateur d'À Bras Ouverts, il est aussi le porte-parole du collectif Soulagés mais pas tués, dont nous avons parlé la dernière fois. Il est aussi co-initiateur du courant pour une écologie humaine. Il a aussi publié plusieurs livres, dont le dernier en date s'appelle « Nouvelles recettes de bonheur, 71 actions d'écologie humaine » qui était paru aux éditions de l'Emmanuel. Tugdual Derville va d'abord nous expliquer ce qu'il perçoit comme étant des obstacles, au fond, à la liberté, que ces obstacles d'ailleurs soient extérieurs ou intérieurs, et il va ensuite nous expliquer, nous partager quelques clés pour grandir en liberté. Tugdual Derville. Notre titre suggère que la liberté est toujours en mouvement, que nous sommes appelés à la liberté, et donc insuffisamment libres. La vie est comme un travail continu de libération, de lutte contre l'aliénation. Et puis il faut noter un lien étroit entre liberté véritable et accès à la vérité. Et je me souviens d'Hervé Messager, qui était le kinésithérapeute de Vincent Humbert, un jeune homme qui est mort en euthanasie en 2003. Et Hervé avait dénoncé cette euthanasie et tous les mensonges autour de cette euthanasie. Et je lui avais posé la question, parce qu'il avait pris énormément d'insultes, il avait été extrêmement courageux, seul contre tous. Pourquoi as-tu été si libre ? Sa réponse, je l'ai fait par amour pour la vérité. Je propose de commenter 6 obstacles qui entravent notre liberté véritable. Premier obstacle à la liberté, l'ignorance. C'est comme la mère de toutes les errances. Elle nous interdit de penser et d'agir en connaissance de cause. Quel est le sens d'un choix libre si nous ne savons pas à quoi il nous engage ? Vous connaissez peut-être l'effet de Dunning-Kruger, qui ont étudié notre façon de réfléchir et de prendre position par rapport à des sujets. L'abscisse de leur schéma manifeste notre degré de compétence, de débutant à expert, et leur donner notre degré de confiance. Eh bien, ils ont pu montrer que moins on connaît un sujet au tout début, plus on acquiert sur ce sujet une conviction forte, marquée par un fort degré de confiance. C'est la montagne de la stupidité. Très vite, quand on a étudié un peu le sujet, on descend dans la vallée de l'humilité. On ne sait plus. Et il faut beaucoup travailler pour retrouver un niveau de confiance fort sur le plateau de la consolidation. Niveau de confiance, toutefois, qui ne sera jamais aussi fort que lorsque nous étions stupides. Alors c'est ce schéma qui s'applique à nos modes de fonctionnement, à par exemple 3 domaines d'application. Dans la pandémie, je vous laisse réfléchir à la façon dont nous nous situons les uns et les autres sur les différents points, les différents débats cruciaux autour de la pandémie. En matière de vote, quel est le sens d'une démocratie si on n'a pas de compétences ? Vous voyez, on va avoir un degré de confiance pour tel ou tel, mais sans avoir vraiment un niveau de compétence suffisant. D'où la nécessité d'une montée en compétences démocratiques, des compétences des citoyens, pour que la démocratie soit vraiment vive et digne de ce nom. On peut noter aussi que les atteintes à la vie sont toujours réalisées en méconnaissance de cause, à cause de difficultés présentes ou de peur de l'avenir, qui voilent la réalité. C'est vrai en début de vie, les femmes qui subissent l'avortement souvent non seulement ignorent la valeur de la vie, mais tout le potentiel de celui ou de celle qu'on ne laissera pas naître, des potentiels de lien avec les autres, de développement, etc. Et puis même chose en fin de vie. On a vu avec Jacques Ricot que l'euthanasie était une étrange liberté, entre guillemets, puisqu'elle annihile toute capacité de liberté, puisqu'on se prive par la mort de vivre. Mais justement, on ne sait pas ce dont on se prive. Je me souviens d'une jeune femme qui avait obtenu de sa mère qu'elle soit euthanasiée. Sa mère lui avait promis, sa mère n'a pas pu le faire. Et elle a dit, cette jeune femme, dans les moments ultimes de sa vie, « Je n'aurais jamais cru qu'on vivrait des moments aussi forts ». Ouais, ces instants précieux pendant la rémission à laquelle elle ne croyait pas. Voilà en quoi cette liberté de vivre ne doit pas être volée en anticipant cette échéance.
Deuxième obstacle à la liberté, l'auto-enfermement, qui est aussi une aliénation. C'est le syndrome de persévération. On pourrait détourner la formule latine bien connue en disant « perseverare humanum est ». Et les études le montrent, plus on se trompe, plus on s'enferme dans l'erreur. Par exemple, si vous avez un forfait de téléphone catastrophique, vous payez beaucoup trop, eh bien plus les mois et les années passent et moins vous avez tendance à changer de forfait parce qu'il faudrait avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est fait avoir pendant des années. Même chose pour les changements de style de vie, auxquels appelle la crise environnementale. Ils se heurtent à cette tendance que nous avons à l'inertie, tendance qui croît avec l'âge. Les Occidentaux risquent d'abandonner l'appel au changement, tout triste, car nous avons de grands biens. Et c'est une aliénation, c'est une perte de liberté. L'auto-enfermement dans les idées qui nous arrangent s'exprime aussi par ce qu'on nomme des biais de confirmation. Nous avons tous tendance à privilégier ce qui nous confirme dans nos présupposés en minimisant tous les signaux contraires. C'est une forme d'auto-justification. Maurice Zundel l'exprime en disant que nous avons une tendance irrémédiable à donner à la vérité notre propre visage. Aristote disait « Je perçois les choses de la façon dont je suis disposé ». Ce sont des biais aliénants. Alors naturellement, il est plus facile de dénoncer ces biais chez les autres que de les identifier chez soi. Dans un livre « Introduction aux études animales », qui est un manuel typiquement antispéciste, il y a un tel biais. L'auteur critique le fait qu'on s'insulte du nom d'animaux, que les animaux sont à ses yeux toujours utilisés pour s'insulter. En fait, elle a tort. Regardons tous les moyens que nous avons d'utiliser les animaux pour nous dire du bien les uns des autres. On parle de son lapin, sa biche, sa poulette, son petit loup, son chaton, etc. Donc c'est ce genre de biais, c'est le signe d'une pensée qui est verrouillée autour d'un présupposé. Et on le voit dans les études de genre, c'est la même chose. Alors Alliance Vita, nous essayons de ne pas donner à la vérité notre propre visage. Nous évitons les formules ou pensées à l'emporte-pièce. Par exemple, certains, c'est pas parce qu'on est hostile à l'avortement qu'on va affirmer que toutes les femmes qui ont l'expérience de l'avortement sont déprimées. Ça serait faire une généralité contraire à la vérité et qui ne sert pas la liberté véritable. Notre liberté doit donc s'affranchir des idéologies pour repartir de la réalité, du réel, la terre, le corps, le temps, les cycles de la vie, qui eux, on peut dire, ne mentent pas. Troisième obstacle à la liberté, l'esprit de caste. Nous avons beau vivre dans des sociétés hyper individualistes, nous restons captifs de nos castes. C'est comme un mal systémique qui touche les groupes d'appartenance, couples, familles, équipes, communautés, entreprises, associations, y compris les anciens élèves de telle ou telle grande école. Prendre position contre l'avis dominant de nos communautés d'appartenance est quasi héroïque. Nous avons aussi observé à Alliance Vita, lors de nos enquêtes ou de notre travail, que les lycéens de 16 à 18 ans sont plus libres d'avoir des idées non conformes à la pensée dominante que les étudiants, qui sont déjà formatés comme aliénés dans leur pensée. Les changements de vie des jeunes professionnels sont encore plus difficiles. Prendre à contre-pied le groupe au sein duquel nous nous sentons exister, c'est peut-être encore plus difficile pour des adultes installés. Poser des paroles et des choix libres est d'autant plus difficile qu'il y a un prix à payer, un statut à perdre. Je me rappelle d'une personnalité amie qui nous avait aidés pour défendre l'intégrité de l'embryon humain. Il avait ensuite eu des hautes fonctions administratives auprès du gouvernement et il était venu me voir en me disant « Tu sais, l'embryon, c'est compliqué ». Il avait perdu sa liberté. J'ai senti qu'il ne pouvait plus reconnaître la vérité. Et à la longue, la peur de perdre quelque chose, notre notoriété, notre crédit, notre poste peut-être, notre avancement, ça nous conduit à l'autocensure. Nous devenons les geôliers de notre langue, nous sommes comme interdits. Mais à force de plus oser dire à voix haute ce que nous pensons, nous n'osons plus le penser. Le fort intérieur est abîmé par la peur. Et c'est ainsi que la plus précieuse des libertés fondamentales, la liberté de penser, s'éteint sans bruit, comme dans une prison intérieure. Notre ancien président, le docteur Xavier Mirabel, racontait combien, lorsqu'il était étudiant, le fait d'avoir su dire non avec fermeté lors d'un bizutage qu'il trouvait indigne, avait vraiment compté pour lui. Il s'était soudain senti libéré. Et je pense que ce geste a été à l'origine de ses prises de parole vraiment libres. Grandir en liberté, c'est saisir la prochaine occasion pour oser casser l'unanimité du cercle qui prétend condamner quelqu'un ou simplement en dire du mal. Quatrième obstacle à la liberté, la rébellion. Attention au syndrome du rebelle. Se réfugier dans la contestation systématique et individualiste des esprits libres, ça relève aussi de l'aliénation. La chef de M. Seguin, qui rêve d'escapade, perd sa liberté, dans la mort.
s'affranchir de sa condition, des limites qu'elle impose, ce n'est pas une vraie libération. D'un certain côté, la quête transhumaniste ressemble à celle du poisson qui déciderait de sortir de l'eau pour s'en libérer. La véritable libération pour un poisson, c'est de consentir à sa dépendance vis-à-vis de l'eau, qui est la condition de sa survie. Et on peut transposer ce fantasme à nos vies personnelles, à chacun de consentir au cadre sécurisant, personnel et communautaire, à l'écosystème dans lequel il peut grandir en liberté. Cinquième obstacle à la liberté, en sens inverse, la soumission. Ne pas cependant ressembler donc au chien grassouillet de la fable de La Fontaine, vous savez, dont la marque du collier fait fuir le loup, qui court toujours. Contrairement au chien, et comme le loup, nous sommes appelés à davantage de liberté. À ce titre, gare au gourou. S'inféoder, se subordonner, s'aliéner à autrui, c'est une tentation sécurisante. Il n'y aurait pas de gourou sans gouroutiser. Et pourquoi sommes-nous tentés de remettre notre liberté entre les mains d'un soi-disant sauveur ? À cause de l'articulation entre les grandes épreuves inhérentes à la vie et notre aversion pour l'incertitude, qui nous angoisse. J'ajoute que la quête du sauveur providentiel est d'une compulsion vraiment connue et typiquement française. L'homme providentiel, on ne le cherche pas seulement en politique, mais pour régler des incertitudes religieuses, sanitaires, éducatives, économiques. La pandémie, qui est un contexte d'incertitude majeure et de tâtonnement, et c'est un lieu dans lequel nous avons vu beaucoup de situations d'aliénation volontaire, soit au pouvoir en place, soit à ceux qui le contestaient. Il ne m'appartient pas de désigner un vainqueur dans le concours de tâtonnements, d'erreurs ou de mensonges opposant les divers camps. Et c'est déjà bien difficile de garder sa souveraineté de pensée. Sixième obstacle à la liberté, se laisser téléguider. Nous pouvons devenir les marionnettes du système consumériste ou bien du système étatique. Deux exemples. Je surfe en toute liberté sur mes écrans, englué par cette aliénation consumériste. Je ne sais pas si vous connaissez Tristan Harris, l'ancien philosophe de Google, qui a montré combien les logiciels des réseaux sociaux sont conçus pour nous aspirer. Il dit « On vole chaque jour des millions d'heures à la vie des gens. » Noyés dans les flots d'informations, de notifications, de distractions, nous ressemblons aux personnages de Matrix qui croient vivre librement alors qu'ils sont entretenus dans des bains anesthésiants. Puis je peux aussi me laisser téléguider par le système individualo-collectiviste, c'est l'expression de Gilles Hériard-Dubreuil, qui va me déresponsabiliser par l'excès de normes et de centralisation et l'effacement des corps intermédiaires. Ça m'y prédispose. C'est le risque de l'écologie dite punitive. Au lieu de grandir en responsabilité, de faire des choix libres, nous sommes téléguidés par des carottes et des bâtons fiscaux. Donc changer de fenêtre, de chaudière ou de voiture en raison des exonérations. Est-ce vraiment faire preuve de liberté ? Dans le cadre du courant pour une écologie humaine, nous travaillons pour la réappropriation de notre responsabilité à l'échelon des communs qui nous lient à d'autres. Et puis à Alliance Vita, nous contribuons, grâce à l'aide de nos donateurs, à faire que ce ne soit plus vraiment l'État seulement qui joue son rôle, mais que nous jouions notre rôle politique. Par exemple, quand on diffuse le guide des aides aux femmes enceintes que l'État a renoncé à diffuser. On n'attend pas tout de lui. En conclusion, je finirai par 3 éléments à retenir pour croître en liberté. D'abord, la libération n'est pas seulement un enjeu personnel. Nous avons besoin de grandir ensemble en liberté, ce qui s'oppose à une conception individualiste, à la fois ultralibérale et libertaire de l'être humain. Nous sommes co-responsables quand, avec d'autres, nous nous ressaisissons d'une question, d'un problème, d'une ressource qui nous concerne les uns avec les autres pour co-construire ensemble les règles qui permettront de préserver le bien de chacun et de tous. C'est ça, faire vraiment preuve de liberté ensemble. Exactement comme 2 parents qui gouvernent leur famille en toute souveraineté. Nous sommes, pour ainsi dire, encordés, interdépendants. Dans notre quête de liberté, ça exige bien sûr la confiance entre ceux qui ont accepté d'être encordés les uns aux autres. Et puis deuxième remarque, nous sommes tous des passeurs de liberté. Et une des clés pour passer la liberté, c'est l'écoute, qui est un moyen donné à l'autre de reprendre les rênes de sa liberté en déposant d'abord ce qui l'enchaîne. On est tous libérateurs de vérité, par une écoute non intrusive, confiante, qui libère les capacités enfouies de la personne. Et puis, troisième et sans doute remarque principale, c'est le primat de la liberté intérieure. La contemplation des oiseaux aiguillonne notre soif de liberté, mais c'est un vol intérieur qui seul pourra l'étancher. Ce lien entre libération et dépossession
a été magnifiquement décrit et vécu par Etty Hillesum en camp de concentration. Je la cite, « Et puisque désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m'appartient et ma richesse intérieure est immense. » Alors je synthétise, grandir en liberté, c'est reprendre son destin en main avec d'autres et sans négliger l'aide des autres, en prenant du recul sur ses aliénations, se libérer de l'ignorance, de l'auto-enfermement, de l'esprit de caste, de la rébellion, de la soumission et du téléguidage. Cela suppose de grandir en clairvoyance et en humilité. Bref, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a du boulot. Il n'est pas toujours facile de décrypter les différentes situations, d'apprendre aussi à discerner. Et bien sûr, on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Néanmoins, il existe des clés qui peuvent nous aider. Et dans votre carnet, on vous propose cette image avec 3 piliers, acte, intention et conséquence. C'est une boîte à outils utile, je crois, pour nous aider quand on en a besoin à discerner. Et elle est complétée par 3 pièges, 3 poisons de la réflexion. Nous allons maintenant accueillir notre 4e et dernier grand témoin, le docteur Grégoire Hinzelin. Il est médecin, neurologue, il est passionné par évidemment le cerveau, mais aussi toutes les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier. Il fait partie des membres fondateurs de Debunk in Progress. C'est une organisation qui est composée d'entrepreneurs, de philosophes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de prêtres aussi. Voilà, un think tank où ces disciplines très complémentaires réfléchissent ensemble. Ils sont conduits par une vision anthropologique intégrale qui veut réconcilier innovation et incarnation. Et ils interviennent quand ils le peuvent dans des collèges, des écoles, des entreprises pour développer une technologie au service de l'homme. Il va être interrogé par Éric Chouteau, qui est le directeur général d'Alliance Vita. Grégoire Hinzelin, bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir à l'Université de la Vie pour cette dernière séquence sur notre thème « Quelle liberté au futur ?» Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes neurologue, vous exercez à Nantes et vous faites aussi partie d'un groupe de recherche sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Debunk in Progress. Alors, les neurosciences sont vraiment à l'honneur finalement dans les médias depuis quelques années. Mais qu'est-ce que nous savons du cerveau? Est-ce qu'on peut le comparer à une machine? Est-ce que d'ailleurs on peut le comparer à quelque chose? Qu'est-ce qu'on comprend du cerveau? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comme neurologue? Alors, est-ce qu'on comprend quelque chose du cerveau? Oui et non. On est capable de déterminer peut-être 10 à 20% du fonctionnement réel du cerveau. On a une idée peut-être de 30%. Et puis, on a 50% du cerveau qui a des fonctionnements plus ou moins automatiques et qu'on ne précise pas. On est vraiment au tout début des explorations. Donc, non, je ne pense pas qu'on puisse expliquer le fonctionnement du cerveau de manière très claire. Après, les neurosciences, il faut se méfier parce qu'il y a un piège extrêmement important qui est le piège de la mécanicisation du cerveau. Le cerveau n'est pas un moteur avec des touches qui sont là des produits chimiques, qui sont la dopamine, la noradrénaline, le GABA, etc., et qui seraient éventuellement des leviers d'action. C'est bien plus compliqué que ça. Par exemple, on vient sur des travaux qui utilisent l'intelligence artificielle dans des IRM, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très puissante, qui s'appelle le 7 Tesla, de déceler que la manière dont est organisé le cerveau est aussi spécifique de chacun d'entre nous que les empreintes digitales. On a une espèce d'empreinte génétique de fonctionnement avec une structure un peu compliquée qui s'appelle le connectome. Et par exemple, aucun parkinsonien n'a la même maladie que l'autre parkinsonien d'à côté parce que ça rentre dans le fonctionnement très fin du cerveau et dans ses connectomes. Donc, non, le cerveau n'est pas une machine. Non, elle n'est pas une machine reproductible. Enfin, il n'est pas une machine reproductible et l'intelligence n'est pas reproductible. Et oui, elle s'adapte en permanence. Donc, expliquer les grands traits d'un cerveau, oui. Expliquer le fonctionnement individuel du cerveau, non. À mon avis, ça n'est pas possible. Vous avez parlé un peu du câblage. En fait, il y a un vieux débat qui se poursuit, qui est un débat sur l'inné et l'acquis. Mais au fond, quand on y réfléchit, finalement, c'est un débat sur ce qui nous influence.
Et du coup, est-ce qu'on sait un peu mieux maintenant comment le cerveau mémorise, comment il retient, éventuellement comment il rejette, et puis et même est-ce qu'on peut, disons, prédire les influences sur un cerveau qui ferait finalement de nous des machines programmables? Alors, le cerveau est pré-câblé à la naissance. On a une expérience qui est assez simple, qui consiste à prendre un petit nourrisson de quelques heures et de l'installer couché en accrochant son regard et de sortir d'un sac des boules bleues et une boule jaune. Quand on sort les boules bleues, le nourrisson regarde, et quand on sort la boule jaune, on décèle de la surprise. Alors, on peut l'enregistrer neurologiquement, mais on décèle de la surprise. Donc, il y a bien un système qui est déjà capable de gérer les probabilités à quelques heures de vie. Ce système, il s'est installé naturellement avant la naissance. Maintenant, ça ne fait pas de l'intelligence quelque chose d'inné. Alors après, le mode de fonctionnement, on a très longtemps raisonné en se disant que le cerveau était un conseil d'administration qui me remontait les informations. Je vais faire un tout petit tour. Quand vous regardez ma chemise, il y a un neurone qui voit du bleu, un neurone qui voit du blanc, un neurone qui voit des boutons. Tout ça remonte d'un cran. Ça analyse en disant c'est probablement une chemise. Tout ça remonte d'un cran, dit bah oui c'est bien une chemise sous sa veste et prend une éventuelle décision. Le problème qu'on avait, c'est que le neurone bleu qui voit le bleu est un neurone qui doit donner son avis avant toute décision importante. Donc même dans les décisions très importantes, le neurone de base avait un droit de veto. C'est un petit peu comme si, pour prendre une comparaison numérique, pour les décisions stratégiques très importantes de chez Google, le balayeur pouvait avoir un droit de veto. Et donc on avait quelque chose qui n'était pas tout à fait fondé. Et puis on a fait des travaux sur le contact qu'on pouvait avoir avec les comateux. Et ces travaux ont démontré que le cerveau ne fonctionnait pas du tout comme ça. Et on prend toujours l'exemple de la Madeleine de Proust. Quand Marcel a 8 ans et qu'il est installé avec sa grand-mère lui donne une madeleine, il y a une odeur particulière, il y a une lumière particulière, il y a probablement un son particulier, sa grand-mère a une apparence particulière. Ce moment très agréable va être gravé dans le cerveau sous la forme d'un nuage de points. Tous les neurones qui ont collaboré à ce moment très agréable et qui ont été influencés par les sens et par les émotions sont définitivement gardés. Du coup, quand Marcel, à 22 ans, retrouve une madeleine avec la même odeur et la même lumière, sa grand-mère réapparaît. Alors, ce n'est pas une hallucination, c'est simplement parce que toutes les structures ont recommencé. Si je reprends cet exemple-là, la mémoire est une espèce de tamis. Ce qui n'est pas important va être éliminé en quelques heures. Ce qui est moyennement important va être stocké pendant à peu près une semaine, puis si ça n'a pas servi, ça s'en va. Et ce qui est très important va être stocké sous forme de nuages. Et il faut bien savoir que, et c'est une des différences fondamentales entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, le cerveau est une machine à oublier et pas à acquérir. Et donc, en fait, une intelligence artificielle est une machine à acquérir et à avoir de plus en plus de données. Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Il oublie, il trie, il élimine en permanence. Donc forcément, on n'est pas du tout en face de la même chose. Et comme nous ne maîtrisons pas les critères de tri, nous ne maîtrisons aucune prédiction. Et du coup, si le cerveau est une machine à oublier, alors on a tous en tête que les ordinateurs, l'intelligence artificielle a réussi à battre des champions d'échecs, après des champions de jeux de Go, mais est-ce que du coup le cerveau a un avenir par rapport à l'ordinateur? Alors, je vais faire à nouveau un tour. Vous avez une intelligence artificielle qui a battu à les échecs, qui était une d'IBM. Ensuite, AlphaGo a battu, qui est en fait une déviation de l'intelligence artificielle de Google qui s'appelle DeepMind, a battu Lycéol au jeu de Go. Alors, il faut faire attention parce qu'elle l'a battu 9 fois sur 10. La 10e fois, il a une stratégie très innovante et donc il a été capable de battre la machine. Donc, la créativité est capable de contourner la machine. Et puis, DeepMind s'est attaqué à un jeu qui s'appelle StarCraft 2, qui est un jeu par équipe, et elle a battu des équipes de gamers. Sauf qu'elle ne les a pas battus sur des questions stratégiques, elle les a battus sur la gestion du personnel. C'est-à-dire que ce sont des groupes de guerriers qui ont des vies et qui perdent des vies. Et en fait, la machine observait les guerriers de manière bien plus précise que les gamers et retirait en permanence les guerriers qui récupéraient des vies par derrière. Donc en fait, dans ce jeu, DeepMind a été un excellent RH, mais pas un très bon stratège. Et c'est la RH qui a gagné contre la stratégie. Eh bien, c'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'une intelligence artificielle est meilleure que l'homme? Non. Est-ce qu'un homme est plus créatif qu'une intelligence artificielle? Oui, parce qu'il est capable de sortir des cadres. Une intelligence artificielle est un excellent esprit de synthèse, un excellent accumulateur de données.
mais ça n'est pas quelque chose qui crée, en tout cas qui crée spontanément. Donc l'intelligence artificielle peut être une bonne aide pour l'humain. Pour vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous voyez comme possibilité que vous ouvre l'intelligence artificielle? Alors, ça ouvre des possibilités de soins très importantes. Et en particulier, on est en train de voir l'application de l'intelligence artificielle dans cancérologie ou en radiologie, avec une augmentation de nos capacités d'analyse, une augmentation de nos capacités de soins. Hein. Certains traitements par nanoparticules, certaines immunothérapies ont été développées et sont contrôlées par de l'intelligence artificielle. Et on a vu certaines pathologies reculer de manière extrêmement importante. La seule limite que je verrais médicalement à l'intelligence artificielle, c'est que si ça reste un outil à la disposition du médecin et que cet outil permet au médecin d'augmenter le contact qu'il a avec le patient, c'est formidable. Si le développement de l'intelligence artificielle est une restriction de la médecine où on dissocie le soin du contact humain, c'est-à-dire qu'en fait, je mets une machine qui me soigne, une cabine au fond de la campagne qui va prendre mes constantes et qui va me soigner et que j'ai un soignant sur l'écran, on sait très bien que ça va restreindre les choses. Il y a une histoire terrible qui a été racontée comme ça à Seattle. Une patiente était au chevet de son père mourant. Elle a vu arriver un robot Pepper, c'est un robot de SoftBank d'Aldebaran, qui avait un petit écran. Et le médecin qui était à 80 km de là a annoncé à son père qu'il allait mourir. Sur écran, l'écran s'est coupé, le robot est parti. Donc on voit bien là l'opposition entre un côté très positif qui est le côté d'amélioration du soin, en particulier en cancérologie et en radiologie, mais un côté très négatif qui est que la déshumanisation fait perdre de la puissance de soin et on laisse le malade seul face à une machine, ce qui ne marchera pas. Vous citiez les gamers, là, on est sans doute nombreux à avoir autour de nous des jeunes ou des moins jeunes qui passent du temps dessus. Et maintenant, Facebook a fait un peu la une récemment en disant qu'ils changeaient de nom et qu'ils allaient s'appeler Métavers, en référence à un univers finalement qui est au-delà, méta, au-delà du réel. Alors, par rapport à cette possibilité qui s'ouvre, même si techniquement tout n'est pas au point, est-ce que ce que propose Facebook, d'autres sociétés, ce métavers, est-ce que c'est plus de liberté finalement grâce à ces univers supplémentaires ou parallèles? Je ne le crois pas, parce que la liberté implique le fait d'être pleinement conscient de ce qu'on fait, en tout cas dans le numérique. Le métavers, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre une apparence. Alors, le médecin que je suis va faire un petit tour. On avait un patient psychotique et épileptique qui, parce qu'il avait peur de l'extérieur, sortait déguisé. Et en fait, il faisait des crises à l'extérieur, ce qui le traumatisait. Son psychiatre a réussi à lui faire abandonner son déguisement et du coup, nous avons pu le traiter. Le fait de sortir non déguisé a réglé le problème de ses crises d'épilepsie à l'extérieur. Donc, prendre une apparence décorporelle, c'est éviter son intelligence. Votre intelligence, elle se nourrit de vos sens, elle se nourrit de ce qui se passe autour. Plus je recule ce contact avec mes sens, plus je me dématérialise. Et en fait, le métavers, c'est une dématérialisation de soi-même. Donc, être dématérialisé, c'est pas être libre. C'est être éloigné de mon corps qui peut éventuellement me faire souffrir, mais c'est pas une liberté. Vous aviez, quand nous avions préparé l'entretien, dit aussi finalement que le cerveau avait des besoins beaucoup moindres qu'un ordinateur. Finalement, il y avait, par rapport à la problématique écologique, également, finalement, avait un vrai avantage compétitif. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, oui, un cerveau, ça consomme quelques litres d'oxygène et quelques grammes de sucre par jour. Je vous dirais 2 grammes et 6 litres, mais je ne suis pas absolument sûr des chiffres. Donc, globalement, c'est ça, alors qu'on voit bien la puissance d'un ordinateur. La deuxième chose, c'est que si je reviens à l'histoire de StarCraft tout à l'heure, en fait, les équipes de gamers étaient 4, les équipes d'ingénieurs qui maniaient l'ordinateur extrêmement consommateur d'électricité étaient 120. Donc on voit bien que la proportion n'est pas la même et qu'une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de moyens et de beaucoup de servants quand elle est extrêmement performante, alors qu'un cerveau, ça marche même en pleine campagne.
Dernière question peut-être au sujet de l'humanisation et de ce que Yves Coppens vous avez un jour dit sur quand est-ce qu'on reconnaît que finalement on est passé dans le monde des humains. Je vous laisse peut-être nous raconter à nouveau cette anecdote. Alors, il l'a raconté à un ami, hein, c'est pas moi qui l'ai eu en direct, mais en fait, Yves Coppens, qui est un grand paléontologue, on lui demandait quand est-ce qu'il pensait que l'humanité était née, sachant que c'est le découvreur de Lucie. Et en fait, il a dit que l'humanité était née en Érythrée, je ne sais plus dans quelle année, parce qu'à un moment dans leur fouille, ils ont trouvé un cimetière avec des restes de corps très handicapés. Et ces corps étaient enterrés avec soin et avaient vieilli avec leur handicap, parce qu'on est capable d'analyser avec l'âge osseux. Et en fait, ça voulait dire qu'il y avait quelque part, en Érythrée, il y a très longtemps, un village d'handicapés dont des valides prenaient soin. Et en fait, c'est le début de l'humanité, puisque finalement, c'est le dépassement de soi-même pour s'occuper de l'autre avec sa faiblesse. Si l'intelligence artificielle est un outil qui permet ça, c'est un outil de liberté. Si l'intelligence artificielle est mise à la place de l'humain pour piloter les choses, c'est une restriction de liberté. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, nous avons réfléchi pendant ces 4 séquences à la liberté et ça nous donne une belle perspective pour finir, que la forme aboutie de la liberté, c'est peut-être prendre soin de l'autre. Je comprends que c'est votre conviction de médecin, de soignant et je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé ça ce soir. Merci. Merci beaucoup, Dr Hinzelin, pour cet entretien passionnant. Nous allons maintenant nous tourner vers le Focus Vita, cette dernière séquence de l'Université de la vie. Et nous avons choisi d'aborder la loi naturelle. Alors, on en a tous entendu parler, je pense qu'on en a tous une idée plus ou moins précise. Il nous semble fondamental de la découvrir ou de la redécouvrir, car elle est véritablement une boussole pour agir et pour décider librement en vue du bien au milieu des injonctions sociales qui parfois nous semblent si contradictoires. Le Focus Vita sur la loi naturelle. Les mots loi et nature sont-ils compatibles? La loi naturelle ne s'oppose-t-elle pas à ma liberté? Tout d'abord, qu'est-ce que la loi naturelle? La loi naturelle n'est pas une loi physique ou une loi que l'homme s'est donnée à lui-même. Elle est une loi morale, universelle, inscrite dans la nature de l'homme, dans sa conscience. Mais alors, comment comprendre une loi naturelle qui guiderait l'action de tous les hommes? Nous avons tous entendu un enfant s'exclamer « Ce n'est pas juste » devant une injustice. Nous avons tous vécu des émotions partagées à l'échelle planétaire. L'effondrement des tours à New York, ou la joie de savoir que des mineurs au fin fond du Chili sont sortis sains et saufs après un effondrement de leur mine. Ces moments montrent l'expérience spontanée d'une conscience du bien et du mal, une conscience morale. Et ces exemples montrent que cette morale a un rapport étroit avec la vie humaine. Cela nous permet d'affirmer 2 choses. La vie humaine est un bien, et tous les hommes ont une communauté de destin et une loi commune inscrite dans leur cœur. Si la vie humaine est un bien, on peut alors considérer comme bon tout ce qui la protège, l'interdiction du meurtre par exemple. En élargissant, la famille, le lieu où toute vie humaine naît ou grandit, entre aussi dans le champ de la loi naturelle et doit être protégée. Et plus largement encore, la communauté doit être protégée par la loi naturelle en la dotant de règles d'action concrètes en vue du bien commun. La loi naturelle n'est donc pas un ensemble de propositions et de codes votés par une assemblée pour un individu, sans se soucier de l'impact sur les autres, mais elle est plutôt une orientation originelle pour le bien et la vie, sans être imposée par l'extérieur, partant de la conscience du bien et du mal. Considérer qu'il n'y a pas de loi objective qui s'impose à l'homme en raison de sa nature est une manifestation délétère du relativisme postmoderne actuel. Mais l'unité du genre humain, la dignité de la personne humaine et une éthique universelle ne peuvent être fondées sans référence à cette loi naturelle, transcendant les cultures, les époques et les religions. Sinon, ce sont les rapports de force qui guident le monde et la loi. La loi naturelle est donc à redécouvrir urgemment. Elle n'est pas une idée antique ou un concept démodé à l'ère de la technoscience. C'est plus qu'une convention sociale d'un certain vivre ensemble. Elle est une boussole pour agir et décider librement, en vue du bien,
au milieu des préceptes et injonctions sociales qui semblent parfois si contradictoires. Nous arrivons déjà au terme de cette Université de la vie. J'espère que vous avez apprécié ce programme qui était centré autour de cette question de la liberté. Pour tous ceux qui aimeraient aller plus loin, eh bien, je vous encourage à vous procurer, à vous tourner vers les livres des intervenants. Vous trouverez une bibliographie à la fin de votre carnet du participant. N'hésitez pas aussi à consulter notre médiathèque, la médiathèque de l'Université de la vie sur notre site internet. Vous trouverez énormément de conférences sur des sujets qui sont reliés à ceux que nous avons travaillé ensemble ou des sujets complémentaires et différents. Et puis, pour ceux qui le souhaiteraient aussi, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre revue de presse hebdomadaire qui décrypte chaque semaine l'actualité bioéthique. Vous pouvez vous abonner sur notre site internet tout en bas de la page d'accueil. Il me reste à vous remercier, vous, tous les organisateurs qui avaient permis de déployer cette Université de la vie en France, mais aussi dans une quinzaine de pays à l'étranger. Et je remercie aussi chaleureusement tous nos partenaires dans la réalisation de cet événement, de cette formation, Rémi et Capucine de l'agence Red Fox, Quentin et Bertrand de l'agence Obala, Chris de l'agence Johnson Light et Myriam. Alors en fin de carnet, pour ceux qui le veulent, vous trouverez quelques propositions de débat, voilà, si vous souhaitez tenter l'expérience, avec vous verrez des suggestions amusantes, mais pas que. Nous allons nous quitter sur un extrait de film. Probablement que beaucoup d'entre vous se souviennent de cet événement incroyable mais vrai qui s'est déroulé à New York, de cet amérissage d'un avion de ligne dans l'Hudson. Et vous allez voir dans cet incroyable mais vrai scénario, il y a une inconnue dans l'équation. Cet inconnu, c'est l'homme. Eh bien, je crois que dans les dangers qui rôdent, les risques à prendre, les vérités à oser dire, les mains à oser tendre ou à oser prendre, eh bien, espérons-nous aussi être cet inconnu dans l'équation. Je crois que l'homme est un mystère, non pas dans le sens où on ne l'expliquera jamais, mais plutôt dans le sens où on n'aura jamais fini de l'expliquer. C'est une alchimie entre l'expérience, la sensibilité, l'intelligence, l'instinct, la liberté intérieure, le sang-froid, le courage et bien sûr, eh bien, nous n'aurions de toute façon pas eu assez de 4 séquences pour faire le tour de tout cela et le tour de la question de la liberté. Et pourtant, féliciter Robert de Lamennais, il réussit à synthétiser la liberté en 10 mots. La liberté est le fruit de l'intelligence et de l'amour. Merci à tous de votre attention. Salut, bravo. Bon, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on reprenne cette audience. Veuillez vous asseoir. Reprendre vos places. Pour être honnête, je vous dirais que c'est la première fois que j'entends l'enregistrement d'un accident en étant assis avec le capitaine et le copilote. C'est extraordinaire. Ce n'était pas une simulation. Non, en effet. Messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais vous informer que le moteur gauche a été retrouvé. Nous venons de recevoir un rapport complet. Les aubes directrices et les pales de ventilateur du moteur ont subi d'énormes dommages. 5 pales de compresseur ont été brisées et 8 aubes directrices variables manquent. Donc, pas de poussée. Tout comme vous nous l'avez dit, il était complètement hors service. Les données à Cars étaient fausses. J'aimerais ajouter quelque chose à titre personnel. Je suis absolument convaincue d'une chose. Après avoir parlé au reste de l'équipage, aux experts en oiseaux, aux ingénieurs de l'aviation, après avoir passé en revue tous les scénarios, après m'être entretenue avec tous les joueurs, je sais qu'il reste encore un facteur X dans ce résultat. Et c'est vous, capitaine Sullenberger.
Si on vous enlève de l'équation, l'opération est ratée. Je ne suis pas d'accord. Si nous avons réussi, ce n'est pas seulement grâce à moi, c'est grâce à nous tous. Grâce à Jeff, grâce à Donald, Sheila et Doreen, et tous les passagers, l'équipe de secouristes, les aiguilleurs du ciel, et l'équipage du traversier et les plongeurs. C'est grâce à nous tous. Si nous avons survécu. Et vous, copilote Skiles, avez-vous quelque chose à ajouter? Y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment si c'était à refaire? Oui. Je ferai ça en juillet.